sur le chemin de la Coupe du Monde Qatar 2022. Bon après-midi. À vous, bienvenue sur For You Télévision, For You Media Africa dans le cadre de cette émission de prolongation football. Cet après-midi, nous nous intéressons bien sûr au Cameroun avec le mano à mano qui se poursuit donc entre la Fédération camerounaise de football et bien sûr l'équipementier français, le Coq Sportif. Une décision du tribunal judiciaire de Paris a donc donné raison au Coq Sportif. Derrière, la Fédération camerounaise de football a fait appel à cette décision-là. Nous tenterons bien sûr de comprendre pourquoi le Coq Sportif s'acharne à vouloir bien sûr poursuivre l'aventure et pourquoi la Fédération camerounaise de football de son côté ne veut plus de l'équipementier français. La preuve, samedi dernier, le président de la Fédération camerounaise de football, aux côtés bien sûr du président, directeur général bien sûr de One All Sport, le maillot des Lions indomptables du Cameroun pour cette Coupe du Monde a donc été officiellement présenté, le maillot estampillé One All Sport. On tentera bien sûr de comprendre l'imbroglio autour bien sûr de ces deux équipementiers. Au milieu, la Fédération camerounaise de football. En deuxième partie, nous parlerons bien sûr du Maroc. La sélection aujourd'hui entraînée par Walid Regragui, lui qui a pris les rênes de cette sélection au mois d'août dernier, en remplacement bien sûr de Vaïd Halilhodžić. Quel visage aura cette sélection du Maroc au Qatar? Quels sont les atouts de ce Maroc dans un groupe F extrêmement serré? Nous allons bien sûr en parler dans quelques instants avec bien sûr nos consultants permanents qui sont une fois de plus des nôtres. Installez-vous confortablement, c'est parti juste après. Prolongation football, première édition d'ailleurs du mois de novembre. C'est un plaisir d'être des vôtres une fois de plus pour ce rendez-vous. Le rendez-vous bien sûr de lundi sur les antennes de For You Media Africa. Nous parlons du Cameroun, nous parlons également du Maroc et bien sûr qui d'autre que nos consultants permanents pour nous aider à voir un peu plus clair. Bon après-midi tout d'abord à vous monsieur Achille Sack. Une fois de plus vous êtes des nôtres, bienvenue et bon lundi. Bon après-midi à Baudelaire, bon après-midi aux copanélistes, bon après-midi à tous les téléspectateurs de For You Media. Je suis ravi d'être sur le plateau aujourd'hui, partager un peu de notre passion. La passion, lui également, il faut le dire, c'est un passionné, fan du Real Madrid, même si on le sait. Le Real est tombé sur Liverpool pour ces huitièmes de finale qui s'annoncent. Donc, on aura également l'occasion de dire un mot sur ces affiches des huitièmes de finale de la Ligue des champions européennes. Lui, c'est un super fan des Merengues. Il nous fait également l'honneur d'être des nôtres cet après-midi. Il s'agit, bien sûr, de Monsieur Foka. Bon après-midi, Loïc Eloge Foka. Alors, bon après-midi, Baudelaire. Et je dois exprimer ma gratitude et toute la fierté que d'être nommé supporter aux fans du Real Madrid. Je pense que c'est un honneur. Voilà. Et bon après-midi à tous les téléspectateurs de For You. Voilà, le troisième invité de cet après-midi, c'est bien sûr Monsieur Guikam qui nous fait également l'honneur de nous acquis, qui fait l'honneur d'être des nôtres cet après-midi. Bon après-midi à vous, Monsieur Guikam, bienvenue. Merci Baudelaire, bon après-midi à Achille et Loïc. Voilà. Et bon après-midi à l'ensemble des spectateurs de For You Media. Alors, messieurs, plantons le décor d'ailleurs de cette émission. On entre dans le vif du sujet avec cette première thématique relative bien sûr à ce mano à mano qui se poursuit donc au sein de la Fédération camerounaise de football. D'un côté, nous avons deux équipementiers. Au milieu, la Fédération camerounaise de football. Le maillot officiel des Lions indomptables du Cameroun pour la prochaine Coupe du Monde a été officiellement présenté samedi dernier du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Il n'y a donc plus de doute là-dessus. Le Cameroun portera bel et bien des maillots estampillés One All Sport. Mais à côté, il y a l'équipementier, le Coq Sportif, l'équipementier français qui voudrait aller jusqu'au bout de son contrat. Le contrat d'ailleurs qui prendra fin au mois de janvier 2023. Plus que jamais, le Coq Sportif voudrait participer à cette Coupe du Monde. Il y a donc une décision de justice qui est tombée en fin de semaine dernière, donnant bien sûr raison à l'équipementier français, le Coq Sportif, et seulement la Fédération camerounaise de football à poursuivre son aventure avec bien sûr cet équipementier français. Pour en savoir un peu plus, suivons cet élément. Avec quel équipementier iront les Lions indomptables du Cameroun au Qatar?
le débat, qu'on pensait jusqu'ici clos, a soudainement refait surface. La cause à cette décision de justice rendue publique par le tribunal judiciaire de Paris. Se référant au document en question, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien des relations contractuelles entre la société LCS International et la Fédération camerounaise de football au titre des deux contrats de partenariat équipementier et de licence inclus le 10 janvier 2022 jusqu'au terme, soit le 31 décembre 2023, peut-on lire. Une cacophonie totale à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde et au moment où la Fédération camerounaise de football exhibe à suffisance les premières retombées de son nouveau partenariat avec l'équipementier One All Sport. Selon la justice française, et en des termes plus simples, le contrat avec le Coq sportif, résilié par la Fédération camerounaise de football, qui dénonce des manquements, est toujours valable. Chose que refute catégoriquement la Fédération camerounaise de football, qui annonce avoir fait appel de cette décision, en reprochant au juge des référés de ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations, et ce, d'autant plus qu'elle a produit au juge toutes les pièces démontrant qu'il ne s'agissait pas d'une situation isolée, puisque depuis la signature des contrats, LCS International n'a jamais respecté les délais de paiement qui lui étaient impartis. Pour non-respect des délais de paiement qui lui étaient impartis, la Fédération camerounaise de football a décidé de mettre fin au contrat de l'équipementier français. Le Coq sportif était engagé avec un nouvel équipementier, One All Sport d'ailleurs, l'équipementier qui habillera donc officiellement les Lions indomptables du Cameroun durant la prochaine Coupe du Monde. Le mano à mano se poursuit malgré la décision de justice rendue par le tribunal judiciaire de Paris. Messieurs, vous avez suivi cette actualité de près. Je vais commencer par vous, monsieur Sac. La Fédération camerounaise de football qui signe et persiste avec One All Sport de l'autre côté, ou le Coq sportif qui également de son côté est en train de tout mettre en œuvre pour poursuivre l'aventure avec la Fédération camerounaise de football. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur ce mano à mano, ou du moins sur l'imbroglio qui entoure bien sûr le football du côté du Cameroun? Ouais, il faut noter que cet après-midi, j'ai vu un document du Coq sportif, en fait publié par le président le PDG du Coq sportif, qui disait que en fait, pour le bien du peuple camerounais, même pour le bien des Lions indomptables, ils préfèrent rester en retrait en attendant que, parce qu'ils ont compris que la fédération n'est pas ouverte à un dialogue avec la société LCS International. Voilà, avec la société LCS. Donc la fédération camerounaise n'est pas ouverte aux éventuelles discussions pour voir comment est-ce que ils peuvent faire pour accompagner l'équipe nationale du Cameroun. Donc ils ont souhaité bonne chance aux Lions indomptables. Ils attendent la suite de l'affaire. Maintenant, pour revenir à ce qui concerne le problème entre les deux parties, vous savez, je suis de ceux qui se disent que lorsqu'on a un accord et que ça ne va pas et que ça ne contente pas les deux parties, il vaudrait mieux se séparer. Maintenant, lorsqu'on regarde le déroulé des choses, je suis pas un juriste, je ne vais pas parler en tant que juriste, mais je vais en fait donner mon point de vue de manière générale. Allez-y, voilà. Allez-y. Donc je crois que si la Fédération camerounaise de football a décidé de résilier son contrat avec le Coq sportif, du côté Coq sportif, c'est une résiliation qui est abusive. Mais maintenant, à la tête de la fédération, on a un monsieur comme Samuel Eto'o qui a signé de nombreux contrats dans sa vie, que ce soit des contrats publicitaires ou des contrats avec des différents clubs. Donc il connaît comment est-ce que un contrat peut être structuré, comment est-ce que on peut mener à bien un contrat, comment est-ce que un contrat ne respecte pas les thèmes. Donc s'il a décidé de rompre ce contrat et d'aller vers One All Sport, la Fédération camerounaise parle de non-paiement, ou du moins jusqu'ici, malgré, on va dire quoi, toutes les sobations, je ne sais pas trop de quoi qualifier cela. En fait, la Fédération camerounaise de football a interpellé à plusieurs reprises l'équipementier français, le Coq sportif, au sujet bien sûr des paiements, je ne veux pas parler en termes d'indemnité, mais il y a quand même des montants qui sont reversés. Et les délais leur ont été soumis, malheureusement, ils n'ont jamais respecté ces délais. C'est ce qui explique. Il est clair, on a parlé de ça ici, je crois, il y a 2 mois. Il est clair que
la société Coq Sportif n'a pas respecté, en fait, a eu beaucoup de manquements dans leur contrat. Non seulement en dehors de manque de paiement ou bien de paiement tardif des indemnités, il y a eu le manque d'équipements sportifs. On a vu les filles lors de la CAN féminine avec des équipements qui n'étaient pas dignes d'un pays comme le Cameroun. Donc il y a eu des manquements. Maintenant, de l'autre côté, également, je ne sais pas, est-ce que ça devrait se passer comme ça? Est-ce qu'il n'était pas mieux de laisser le Coq Sportif aller au bout de son contrat et ne pas le renouveler? Laisser le Coq Sportif aller jusqu'au bout de son contrat. Est-ce que vous pensez que c'est également ce qu'il fallait faire du côté de la Fédération camerounaise de football, M. Foucault, c'est-à-dire laisser le Coq Sportif aller jusqu'à l'expiration de son contrat, un contrat qui expire d'ailleurs en 2023? Oui, je vais être franc avec ma question, avec ma réponse. Oui, je pense que on a une fédération camerounaise de football qui a pour intention de remporter une compétition comme la Coupe du Monde. Donc je pense qu'à cet instant, l'équipe nationale du Cameroun fait plus parler d'elle sur le côté extra-sportif. Pour moi, c'est qui n'arrange pas les choses. Parce que si on est dans l'optique de véritablement performer au cours de cette compétition, on doit être en mesure de se concentrer sur les aspects purement sportifs. Et je suis vraiment navré que cette histoire continue jusqu'à aujourd'hui, à moins de 2 semaines de la compétition, 2 semaines, 3 semaines. Donc j'aimerais bien à un moment donné que tout s'arrête. Heureusement que tout à l'heure le Coq Sportif a annoncé une trêve dans cette bataille juridique qui l'oppose à la Fédération camerounaise au sujet de l'équipementier et toutes ces histoires qui vont avec. Je pense c'était pas le moment adéquat. Oui, les conditions ou bien disons les actions menées par le Coq Sportif au sein de cette fédération n'étaient pas correctes. On a surtout parlé de la tenue des dames, des équipes féminines, des Lions indomptables. Donc oui, c'était pas adéquat. Oui, c'était pas adéquat. Je suis d'accord que l'équipementier était à changer. Moi, aujourd'hui, je me pose la question du timing. Est-ce que c'était forcément le bon moment? Est-ce que dans cette circonstance-là, l'équipe nationale du Cameroun pourra vraiment se préparer aux échéances de la Coupe du Monde au vu des objectifs? Non. Je pense qu'il y a un problème de timing et vivement que cette affaire soit entérinée. Vivement, bien sûr, que la situation rentre rapidement à la normale. Et c'est également le regard que vous portez, M. Ngekam, quand vous regardez de près la situation qui prévaut aujourd'hui. En fin de semaine dernière, il y a cette décision du tribunal judiciaire de Paris qui donne, on va le dire comme ça, ou du moins qui est favorable à l'équipementier français, le Coq Sportif, et qui demande à la Fédération camerounaise de football de poursuivre son aventure avec l'équipementier français. De l'autre côté, la Fédération camerounaise de football fait donc appel en rappelant bien sûr au tribunal judiciaire de Paris qu'il a complètement ignoré également les arguments avancés jusqu'ici, c'est-à-dire le retard dans les paiements des délais qui leur ont été impartis et bien d'autres. Aujourd'hui, vous vous situez plus de quel côté? Côté fédération, alors côté corps sportif? Déjà, merci pour cette question. Et je vais simplement dire, comme l'a dit Loïc, je vais le prendre au pied de ses propos. C'est un peu de trop de se retrouver encore dans une affaire judiciaire à la veille d'une compétition telle que la Coupe du Monde. Mais déjà, Baudelaire, il faut dire que ma position relative à ces deux entités-là ne peut qu'être du côté de la Fédération camerounaise de football. Il faut dire déjà de prime abord ici qu'il y a cela 2 mois, l'a rappelé Achille. Lorsque prenait la Fédération camerounaise de football, l'exécutif notamment, la question du corps sportif, la question du contrat, était sur la table. Et il était question que l'exécutif prenne connaissance du contrat qui avait été signé par l'ancien exécutif de Sédhiou Bobo Ndoya. Et je crois qu'il faut dire les faits, que l'exécutif de Samuel Eto'o-Fils s'était rapproché de l'ancienne équipe, pour pouvoir avoir un regard sur ce contrat-là. Malheureusement, il n'a pas pu avoir une idée. Les détails du contrat. Et je crois que bien après, on a observé une compétition féminine, notamment avec nos dames qui ont joué avec des cabas, entre guillemets, short. On a vu Abou Dionguene qui était obligé de se nouer les ficelles du short. Alors je vais simplement dire ceci. Samuel Eto'o-Fils n'est pas un enfant. Je crois qu'il a un conseil juridique qui
travaille à ce que l'image ou bien les affaires de la Fédération camerounaise de football soient prises au sérieux. Achille l'a dit tantôt, le corps sportif a eu à émettre un courrier. Oui. Il faut également dire que ce courrier également, c'est un courrier un peu avec des termes qui ne sont pas très favorables à leur rassurer. Parce qu'ils ont parlé de dialogue, ils marquent une trêve. Moi, je me demande si, par exemple, j'entends un procès. Mais pourquoi privilégier la voie du dialogue aujourd'hui alors que du côté du corps sportif, on semble avoir raison? Voilà. Au sujet, bien sûr, sur ce dossier. En tout cas, je vous laisse poursuivre. Moi, je veux simplement dire que le contrat, c'est une contrainte de deux entités. Et si à un moment donné, il y a un manquement, une des deux parties une autre partie peut dire qu'elle se retire. Et je crois que la Fédération camerounaise de football s'est appuyée sur notamment l'article 11, qui dit qu'en cas d'une exécution d'un aspect contractuel, elle peut se retirer. Aujourd'hui, on voit la fédération qui s'est octroyé les services de One Sport. On ne peut que dire que pour le cas de la compétition qui arrive, notamment le 20, la fédération va jamais One Sport. Oui, ça c'est évident. En de toutes les façons, nous aurons l'occasion de dire un mot tout à l'heure sur le maillot des Lions indomptables du Cameroun. Mais je voudrais qu'on parcourt un tout petit peu également ce dossier. On reste bien d'ailleurs sur ce dossier autour de l'équipementier français, le corps sportif. Alors, aujourd'hui, Monsieur Sack, on va dire quoi? Là ternit un tout petit peu. Est-ce que cet épisode ternit aujourd'hui l'image de la fédération? Quand on revient tout à l'heure, Loïc parlait d'effets extra-sportifs, c'est-à-dire on est en train de préparer une compétition qui est censée débuter dans moins de 2 semaines, puisque nous sommes pratiquement à jour J-13. Aujourd'hui, il y a ce débat qui, à chaque fois, refait surface. Est-ce que ça ne ternit pas un tout petit peu l'image également de la Fédération camerounaise de football? Ouais. Comme Loïc l'a si bien dit, à la veille de beaucoup d'événements très importants pour le Cameroun, il y a toujours eu des problèmes extra-sportifs, alors qu'on devrait être en train de mieux préparer la compétition parce qu'on a des ambitions dans cette compétition. Maintenant, lorsqu'on regarde la manière de faire, ou bien on voit la témérité de l'exécutif de la FECAFOOT, on comprend bien que l'image est tenue, en fait, que la FECAFOOT avait déjà une direction, donc ils ne sont pas gênés dans leur préparation. Ça ne peut pas erroner, par exemple, leur préparation parce qu'ils avaient déjà un programme, ils avaient un planning, ils savaient qu'ils vont aller à la Coupe du Monde avec One Sport. On savait tous que quand on regardait leur attitude, on sentait la confiance au sein de la FECAFOOT. C'est vrai aussi au niveau de corps sportif, il y avait aussi de la confiance, mais on savait clairement que on ira en Coupe du Monde avec One Sport. Donc actuellement, je pense que les gars sont dans une logique de travail. Ils ne sont pas, distraits par quoi que ce soit, par des procès comme ça. Il y a la FECAFOOT a des juristes qui gèrent tout ça. Donc la partie technique de la préparation, je crois qu'elle n'est pas erronée. Maintenant, en termes d'image sur le plan international, forcément, chaque fois qu'il y a un scandale, on est toujours perdant. Donc quoi qu'on fasse, cette affaire, le Cameroun ne sortira pas gagnant. Le Cameroun va laisser les plumes, le corps sportif également va laisser les plumes. Donc. Merci à vous, M. Sark. Loïc, M. Foucault, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que certes, jusqu'ici, la Fédération camerounaise de football a pris sa décision, celle de jouer avec l'équipementier One All Sport. Et si elle s'entête jusqu'à la phase finale de la Coupe du Monde, il est évident qu'à la fin, il y aura des répercussions financières. Et la fédération pourrait se retrouver mal embarquée financièrement vis-à-vis du corps sportif. Évidemment, les textes de la FIFA sont clairs là-dessus. Parce qu'il y a un cas qui est en cours. Il y a un cas avec le corps sportif et l'exécutif de la FECAFOOT. Il y a un contrat qui a été rompu unilatéralement, qui n'a pas été rompu sur la base d'un consentement. Donc, ce n'est pas un contrat qui a été mutuellement rompu. Donc, forcément, un contrat qui était censé terminer en décembre 2023, qui est rompu en juillet 2022, il faut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait dédommagement de la part de la partie qui... Même si le corps sportif, selon la Fédération camerounaise de football, n'a pas rempli ses engagements. C'est vrai qu'on va shooter cela. Ils n'ont peut-être pas rempli ses engagements, mais je ne sais pas, peut-être un spécialiste du droit pourra nous éclairer là-dessus. Mais le fait de ne pas remplir un engagement ne donne pas droit à,
disons, une rupture de contrat aussi abusif, sauf si les clauses du contrat le stipulent. Mais justement, c'est là le problème, parce que je vous rappelle, messieurs, que au moment où monsieur Eto'o prend les rênes de cette fédération camerounaise de football, nous n'avons jamais été édifiés sur les clauses du contrat signé sous l'ère Seydou Bobo Dioya. Et d'ailleurs, ce qui avait été reproché à l'époque à Seydou Bobo Dioya de s'être rabattu du côté du coq sportif et de ne pas avoir dévoilé les clauses de ce contrat. Aujourd'hui, c'est devenu un tout petit peu monnaie courante au sein de la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire vous signez des contrats avec des équipementiers, mais les clauses restent secrètes. Est-ce que ce n'est pas également là le problème? Parce que même Eto'o, avec One Sport, le nouvel exécutif a refusé de dévoiler les clauses du contrat en disant oui, c'est le contrat le plus juteux que la Fédération camerounaise de football a eu à signer jusqu'ici. Est-ce que ce n'est pas également le problème aujourd'hui, c'est-à-dire ces clauses-là? Peut-être, je vais vous permettre de poursuivre avant de passer la parole à M. Guekam. Évidemment, je pense qu'il y a, ça reste un frein. Parce que lorsqu'on signe un accord, on doit être au courant de tous les contours, tous les contours de cet accord. On doit être conscient de tous les enjeux, de tous les engagements qu'on doit respecter et de toutes les sanctions qui s'infligent à nous en cas de non-respect, par exemple, d'une clause du contrat. Ça, c'est intéressant. Maintenant, quand on regarde la situation des choses, quand on voit ce qui se passe avec la FECAFOOT et le coq sportif, on est en droit de se dire que la rupture de contrat abusif n'a pas de fondement légal, n'a pas de fondement peut-être légitime par rapport au contrat. Parce que, voilà, je pense qu'en cas de non-respect, par exemple, d'une clause, c'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de le coq sportif qui n'a pas pu livrer les équipements à temps, comme le stipulait le contrat. Mais je pense que si le coq sportif était vraiment conscient de ce manquement, il n'y aurait pas eu cette bataille juridique qui a eu lieu. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être des éléments qui n'ont pas été respectés de la part du coq sportif, mais est-ce que ces éléments justifient une rupture de contrat de façon unilatérale? Moi, ça reste toujours ma question. Et maintenant, vivement qu'on s'en débarrasse, vivement qu'on redonne vraiment la place de l'équipementier, parce que l'équipementier, ça a une place énorme dans la promotion d'une sélection. On voit que toutes les sélections qui ont fait des parcours de chef ont été toujours, se sont fait aussi remarquer par leur écusson. Donc on sait aujourd'hui que le maillot ou bien l'équipementier fait partie intégrante d'une équipe de football et même de l'histoire. Ça reste important. Et si le Cameroun veut remporter la Coupe du Monde, comme l'a dit le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, autant mieux que ça se fasse avec un maillot autre que le coq sportif. Parce que pourquoi pas avec One Sport, puisque les maillots ont été officiellement présentés. En tout cas, nous aurons l'occasion de vous montrer ce maillot One Sport, le maillot estampillé d'ailleurs de ce nouvel équipementier. Monsieur Guekam, la situation quand même devient embarrassante aujourd'hui. Il y a de nouveaux équipementiers qui arrivent et paraphent des contrats avec la fédération. Aucune des parties ne souhaite dévoiler les clauses, parce que j'ai suivi la sortie du président directeur général de One Sport chez nos confrères de la télévision nationale CRTV, qui nous disait qu'il n'est pas contraint de dévoiler les clauses du contrat. C'est pratiquement le même discours qui est tenu du côté de la Fédération camerounaise de football. Du coup, on se retrouve en train de revivre chaque fois les mêmes choses. Est-ce que c'est pas là le problème aussi dans tout ça? Avant de répondre à cette question-là, je vais d'abord fustiger un tout petit peu le qualificatif un peu de Loïc quand il parle de contrat abusif. Non, on peut pas dire en ce moment-ci qu'il s'agit d'une rupture abusive. Voilà, d'un contrat abusivement rompu. Et je vais également dire ceci. Le PDG de One Sport est dans son droit de dire qu'il n'est pas obligé de dévoiler les clauses du contrat. Nous, ici sur le plateau, ne devons pas faire des procès en sorcellerie. C'est pourquoi à chaque fois nous sommes obligés de spéculer là-dessus. On ne sait pas ce qui a été signé et les différents... On ne sait pas les montants qui sont avancés. Non. Rien. En termes même d'engagement de la part de One Sport. Ça peut être confidentiel. Ça peut être confidentiel. Mais du coup, on aurait souhaité que One Sport, nouvel équipementier des Lions Indomptables, et avec la FECAFOOT, que le One Sport et la Fédération camerounaise de football communiquent par rapport à certains aspects du contrat, même si ce n'est pas en entier. Parce que le reproche qui avait été fait par l'exécutif actuel à l'ancien exécutif, c'est qu'ils n'ont pas communiqué sur les clauses. Alors, si vous critiquez A et que vous soyez là actuellement, il faudrait
rectifier le tir. C'est le reproche qu'on peut faire actuellement à la Fédération camerounaise de football. De rester dans la même lignée que l'ancien exécutif, en ne communiquant pas là-dessus. Mais maintenant, donc, c'est leur droit. Mais je dis encore, dire que c'est une abusivité, ou bien c'est un contrat abusivement rompu, c'est un peu une fuite en avant. Maintenant, il faut également dire que la FECAFOOT a décrié que Coq Sportif a eu à commettre des manquements, notamment sur les paiements des dates indiquées de leur comment dire ça, des droits, de livraison également en termes de maillots. Et il faut dire qu'il y a également un jeu communicationnel. Parce que, vous savez, Samuel Eto'o est allé à l'étranger, je crois au mois d'octobre, pour s'acquérir des maillots, pour aller à l'usine de fabrication de One Sport. Il est revenu, il a annoncé la sortie officielle du maillot, et c'est là, à la veille que le tribunal commercial de Paris a eu à publier ce rendu judiciaire. Et après, quelques jours après, on pompe également un rapport de communiqué de Coq Sportif qui appelle à l'apaisement, qui met une trêve pour... Non. Ça veut dire il y a certaines choses, il y a certaines masques. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits, bien évidemment, parce que je n'arrive pas à comprendre ce triangle communicationnel-là. Je peux comprendre. Mais ce qui est là, pour nous, on doit dire, pour le moment, la voie peut autoriser à dire c'est One Sport. Et on sait que One Sport ira en Coupe du Monde avec le Cameroun. Maintenant, donc, l'after Coupe du Monde, en est autre débat. C'est ce que je peux dire. Vous souhaitiez rebondir en un mot chacun avant qu'on ne prenne le nouveau maillot du Cameroun. Oui, je pense que, comme l'a dit Patrick, dans un contrat entre deux entités, il y a des détails qui peuvent être divulgués, il y a d'autres qui n'ont pas l'obligation d'être divulgués. Donc, entre One Sport et la FECAFOOT, il y a ce qu'on appelle... Il y a un contrat de confidentialité. Voilà. Et je peux rappelons-nous que lorsque la FECAFOOT annonce avoir signé ce contrat, il donne quand même certains détails de la... Lesquels, par exemple? Certains détails de ce contrat. Ils ont dit que c'était le contrat le plus juteux. Jusqu'ici, aucun montant n'a été avancé. On n'a pas avancé le montant. Mais ils ont dit que dans le contrat, One Sport va offrir un bus chaque année à l'équipe nationale du Cameroun. Que One Sport va aura 4 boutiques dans la ville du Cameroun sur place. Que One Sport aura... Ouvrir 4 boutiques pour faire quoi? Pour vendre les maillots, pour vendre les équipements. Bien sûr. Que One Sport aura... ils avaient parlé de quoi? Il y a un troisième élément du détail du contrat qui avait été révélé. Et après, plus tard, ça a fuité. On nous a dit que le contrat, c'était en termes pécuniaires, c'était 7 milliards 200 millions. Ça n'a jamais été officialisé. Voilà, ça a spéculé là. Mais il faut noter qu'il y a quand même quelques détails du contrat qui ont été révélés. Mais le contrat en entier n'a pas été révélé parce que forcément, lorsqu'on entend le président de One Sport sur la chaîne qui dit qu'il n'est pas obligé de donner ces détails, on comprend aisément qu'il y a eu un contrat de confidentialité. Autant pour moi, j'y arrive. Voilà. Donc, Monsieur Foucault, Foucault, c'est pas moi, c'est pas toi, mais c'est deux entités qui gèrent le contrat. Votre regard sur ce contrat synalagmatique, j'espère que je prononce bien. Cette situation, parce que c'est la même chose qu'on reproche au Coq Sportif, la confidentialité. Quelles sont les clauses de ce contrat? Mais pourquoi reprocher au Coq Sportif si on va faire la même chose avec la question qu'on se pose aussi. Est-ce qu'il y a vraiment progression? Est-ce qu'il y a vraiment progression? Parce qu'on a en droit, si on veut regarder les choses avec de la neutralité, vraiment de neutralité sans prendre parti, moi, Camerounais lambda, j'ai envie de me demander mais pourquoi on reproche au Coq Sportif d'avoir caché les contours de ce contrat et One Sport allant le droit de faire. Et puis, vous allez me dire que faites confiance. Non, ça laisse, honnêtement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis vraiment pas fan de cette démarche. Et le Cameroun va sortir perdant de cette bataille. Perdant sur quel plan exactement? Oui, on a un nouvel équipementier, oui, je suis d'accord. Mais là maintenant, on ne prépare pas la compétition dans la meilleure des conditions. Vous pensez que rien n'est réuni, aucune condition n'est réunie pour une préparation tout optimale tout ce battage médiatique, une équipe qui a pour ambition, qui sera dans une poule aussi compliquée, a-t-elle besoin
d'autant voilà, d'incidents extrasportifs. On n'a pas besoin de ça. Les joueurs, déjà les maillots ont tardé à arriver, à être annoncés, parce qu'on a annoncé, ça fait à moins 2 semaines de la compétition. Il faudra maintenant que tout le monde se l'arrache. Oui, maintenant, on se dit, on veut aller on veut rentrer du Qatar en décembre. Oui, mais est-ce que dans la préparation... Il fallait aller plus tôt. Comment? Il fallait aller plus tôt pour rentrer. Non, ça c'est une plaisanterie. Non, mais sincèrement, ce que je veux dire, c'est que même en termes d'enveloppe, parce que ce que vous ignorez, c'est la FIFA, dans les textes de la FIFA, je ne vais pas citer tout l'article, dans le chapitre 4, alinéa 4, ils vous disent que normalement, les fédérations et les équipementiers doivent s'arranger à ce qu'aucune des parties ne se plaigne avant une compétition. Ouais. Parce que s'il y a un quelconque procès, ça veut dire qu'il y a une partie qui estime que ses droits ont été bafoués. Et maintenant, le coq sportif qui a lancé, a intenté un procès contre la FECAFOOT, qui a obtenu raison. Maintenant, la FECAFOOT fait le forcing pour aller jouer la Coupe du Monde avec tout le maillot One All Sport, malgré la décision de justice. Ce qui veut dire que la FIFA a autorisé la FECAFOOT à évoluer avec les maillots One All Sport, malgré la décision de justice qui a été rendue. Et maintenant, le coq sportif pourra aller voir la FIFA, intenter un procès contre la FIFA pour obtenir des dédommagements, parce que la FIFA a refusé d'exécuter la décision qui a été rendue par la justice. Dans ce cas, qu'est-ce que les textes de la FIFA disent encore? Le chapitre 5, par rapport à tout cela. Si, effectivement, une fédération, si la FIFA, voilà, se fait intenter un procès et qu'effectivement l'autre partie remporte ce procès, ce qui est sûr, ce qui est vraiment sûr et très probable, c'est maintenant à la fédération camerounaise de payer un dédommagement à la FIFA. Donc, les pertes seront colossales. En termes de milliards. C'est-à-dire que la FECAFOOT va payer à la fois à la FIFA et à la fois, va dédommager à la fois la FIFA et à la fois le coq sportif. Ça fait une double rançon. Bon, je ne veux pas dire rançon, un double dédommagement. Mais ça fait un gros manque à gagner. Ça fait un gros manque à gagner, surtout qu'on est dans une logique de reconstruction du football camerounais. On est dans cette logique. Est-ce que cet argent n'aurait pas suffi à faire autre chose? Est-ce qu'il était nécessaire d'entrer dans cette bataille-là? Surtout que, qu'est-ce qui a été dit du côté du coq sportif? C'est que permettez-nous de vous habiller pendant le mondial. Et après, forcément, il y aurait eu des discussions et tout. Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de le faire? Parce que là, aujourd'hui, la FECAFOOT va verser beaucoup d'argent à la FIFA et au coq sportif à cause de cette affaire. Et c'est le Cameroun qui va sortir perdant. Perdant sur le plan financier, messieurs, je voudrais qu'on poursuive le débat cette fois avec les maillots des Lions indomptables du Cameroun. Ils ont été dévoilés samedi dernier du côté de Douala, la capitale économique, en présence bien sûr du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Vous aurez 1 minute chacun pour nous dire, pour nous donner votre avis sur ces maillots estampillés One All Sport. Peut-être une petite description. Ce qu'on constate d'entrée, c'est qu'il n'y aura pas de maillot jaune. Ouais, ça c'est clair. Il n'y aura pas de maillot jaune. On a fait une fleur à nos amis algériens avec le maillot blanc. Derrière, il y a bien sûr le maillot vert et le maillot rouge. Voilà donc la couleur jaune a subitement disparu, messieurs. Votre regard sur ces maillots estampillés One All Sport. Peut-être en un mot, monsieur Gekama, sur le nouvel équipementier qui prend de plus en plus ses marques au Cameroun. Oui, le maillot en lui-même est un beau maillot parce que ça représente les couleurs de notre cher beau pays. Mais il faut simplement dire également qu'on aurait voulu mieux. Et je crois que le président de la Fédération camerounaise de football a compris cela parce qu'il a dit qu'après la Coupe du Monde, il y aura autre design de maillot qui viendra. Et je crois que... ça veut dire qu'on a travaillé dans l'urgence pour impérativement permettre au Cameroun d'avoir un maillot pour cette Coupe du Monde. Bien évidemment, parce que vous avez signé tout à l'heure, je crois que c'est Loïc qui l'a dit, il fallait rattraper le délai de la FIFA. Je crois bien que si vous constatez, il y a eu un communiqué, je crois il y a 2 semaines, qui présentait d'abord corps sportif, corps équipementier des Lions. Après ça, il y a eu One All Sport qui s'est introduit dans la ligue des équipementiers du mondial. C'est un beau maillot. Je crois que, comparant du jaune ou blanc, espérons que le blanc va porter aussi ma chance. Je crois qu'il y a eu des matchs que les Camerounais jouaient avec le jaune, mais déjà aussi, il faut dire que... Ça se passait pas toujours bien. Oui. En jaune. Mais il faut dire que de la Fédération camerounaise de football,
est à l'écoute de la population. À l'écoute du peuple, des voilà. fans des Lions indomptables du Cameroun. C'est pour ça que le blanc intervient. On aurait souhaité que le vide qu'il y a entre l'espace... Est-ce qu'on peut encore voir l'image? On peut encore voir les maillots à l'écran pour une description beaucoup plus... Voilà, merci à la réalisation. Au niveau de l'abdomen, là. Voilà. Si on pouvait introduire en fond, peut-être, oui, le lion. Peut-être oui. le lion, On voit une tête de lion. Ça aurait été plus bien. Bon, je me plains pas. Je crois que j'en ai vu des Camerounais qui abordent déjà ce maillot-là. Mais maintenant, je ne sais pas si on parlera du prix. Mais là... Ah, le prix dans les 40 000. Hein, il y a 42 000, il y a 42 000, il y a 32 000, et il y a 42 000, une trentaine de mille, 20 000 et 16 000. Mais bon, je crois que c'est pas... C'est à la bourse d'un Camerounais lambda. C'est pas ma bourse. C'est pas ta bourse. C'est pas ma bourse. Concrètement, c'est pas ma bourse. Mais je crois que le maillot est beau. Je crois qu'avec la parole du président d'Africa Foot, on attendra l'AFTA mondial pour avoir notre design. Merci. Le maillot, il est beau, selon bien sûr Monsieur Ngekam. En tout cas, il se réjouit du fait qu'il n'y ait plus de maillot jaune. Monsieur Sack, votre commentaire sur ces nouveaux designs, sur ces maillots estampillés One Sport. Il y a 2 semaines, on n'avait pas de maillot. Donc, déjà, il faut d'abord se réjouir que le maillot soit... Voilà, déjà, on est ravis d'avoir les maillots. On nous a présenté le maillot et on est ravis de les avoir. Surtout que nos amis du marché noir n'attendaient que ça. Donc, ça veut dire quoi? On leur a rendu la tâche facile? Justement, ils n'attendaient que ça. Et lorsque je regarde ce design, c'est un design qui n'est pas vraiment très difficile pour... Très pensé. Voilà, très difficile pour les gars qui font la contrefaçon, donc ça va aller très vite. Maintenant, ça n'a pas été, le design n'a pas été pensé suffisamment, il n'y a pas eu un travail approfondi qui a été mené. Non, on pouvait faire mieux, Oui, le Cameroun a eu des plus beaux maillots que ça. Donc, Kadji, Patrick, c'est un joli maillot, ils se sont battus quand même. Mais vous dites que c'est un joli maillot, mais vous nous dites qu'on pouvait faire mieux. Non, ils se sont battus, on pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux selon vous, monsieur Sack. On a eu plus beau maillot que ça. Voilà, on en a eu mieux, ouais, selon vous, monsieur Foka. Non, moi je vais juste m'abstenir de faire tout commentaire sur ce maillot. Comment vous avouez Non, je vais m'abstenir de faire tout commentaire. Je suis juste satisfait qu'on ait un maillot et vraiment qu'on aille à la Coupe du Monde. Non, qu'on aille à la Coupe du Monde. En tout cas, le maillot, il est là, en espérant bien sûr qu'il portera chance aux Lions indomptables du Cameroun. Le maillot est estampillé One All Sport. Messieurs, on prend une transition pour derrière évoquer bien sûr le cas du Maroc avec le sélectionneur Walid Regragui qui a remplacé au mois d'août dernier le coach Vahid Halilhodžić. Walid Regragui qui en sera d'ailleurs à sa première expérience à la tête d'une sélection, également en compétition officielle. Lui qui prend les rênes d'une équipe qui tournait plutôt bien et qui aura cette lourde responsabilité, celle de conduire le Maroc, pourquoi pas, le plus loin possible dans cette Coupe du Monde, avec pour ambition de sortir d'un groupe jusqu'ici relevé avec bien sûr la Belgique, le Canada. On suivra de près cela, mais bien avant, la parole a été donnée au nouveau sélectionneur Walid Regragui. Il revient sur l'état de forme de son équipe, les joueurs à suivre, et il donne bien sûr son sentiment sur la Coupe du Monde ainsi que sur le groupe dans lequel est logé le Maroc. Je pense qu'on va directement aller du côté de la réalisation. On prend donc la réaction de Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas du Maroc. Il est revenu sur pas mal de sujets. Il est revenu sur l'état de forme de ses joueurs, sur ses ambitions à la tête de cette sélection nationale du Maroc, sur le groupe en question dans lequel est logé bien sûr le Maroc, le groupe F. Walid Regragui. Aussi jeune et aussi vite, non, ça m'est plutôt tombé dessus.
C'est le football, c'est ce que je dis, on peut aller très vite comme on peut descendre très vite, mais après c'est une opportunité qui est extraordinaire pour un ex-joueur comme moi qui a porté le maillot de la sélection plus d'une quarantaine de fois, qui a été adjoint de l'équipe nationale. Donc j'ai un vrai rapport avec déjà mon pays, mais surtout avec cette équipe. Donc voilà, ça m'est plutôt tombé dessus. Je ne pensais pas que le coach se ferait limoger avant la Coupe du Monde, sincèrement. Après voilà, quand les premiers contacts sont arrivés, on a eu une bonne discussion avec le président de la fédération. Et après on s'est mis d'accord pour relever le challenge. Mais j'étais concentré sur ma saison avec le WAC. Je ne m'attendais pas, même s'il y avait des bruits, et j'y pensais pas. Ce que je vais apporter déjà, c'est mon ressenti, mon ADN marocain. Je sais comment pensent les joueurs, je connais leurs attitudes, je sais ce qu'attend le peuple aussi. Donc voilà, déjà la grinta, déjà que le maillot sera toujours au-dessus de n'importe quel joueur, que l'état d'esprit va être très important notamment. J'ai eu beaucoup d'équipes talentueuses et se casser les dents. Et j'ai vu des fois des équipes un peu moins talent, notamment en équipe nationale, et qui ont pu faire ressentir certaines valeurs au peuple. Donc voilà, c'est tout doucement apporter sa touche personnelle avec un groupe qui ne doit pas trop changer, parce que ce que les gens doivent savoir, c'est qu'une équipe nationale, c'est pas que le terrain aussi, c'est la vie de groupe. Ce qu'ont pu créer ces joueurs entre eux pendant 2 années, pendant les qualifications, ben voilà, il y a des rapports humains qui sont primordiaux et qui sont importants. Et tu ne peux pas venir et tout changer avant une échéance aussi importante qu'est la Coupe du Monde. Donc mon travail avec le staff, justement, c'est de changer des petites pièces qu'on pense qui peuvent être importantes au sein du groupe, que ce soit sur le plan technique ou tactique, mais aussi de préserver l'équilibre du groupe. J'ai envie de prôner un jeu offensif, un jeu de possession qui correspond aux joueurs maghrébins, de technique, mais en n'étant pas dans l'excès non plus. Il va falloir qu'on soit efficace. Et donc voilà, cette balance qu'il faut trouver, elle va pas être facile, parce qu'en équipe nationale, on n'a pas le même temps réel qu'en club. On ne travaille pas au quotidien. Pour mettre en place ce projet de jeu, il va me falloir un peu de temps, mais sans me cacher, en faisant beaucoup de travail de vidéo, beaucoup de voyages, en discutant avec les joueurs, on peut essayer de gagner du temps. Mais il va nous falloir des matchs aussi pour mettre en place exactement le jeu dont je rêve. Et il va falloir aussi des résultats, parce qu'à l'arrivée, les résultats te donnent plus de confiance. Une Coupe du Monde réussie, c'est de passer le premier tour, on ne va pas se mentir. Même si on fait 5 points et qu'on ne passe pas, même si on fait 4 points et qu'on ne passe pas, je le répète, je vais essayer d'être clair. J'ai envie de changer la mentalité au Maroc. C'est-à-dire 98, ouais, on a gagné un match, on était à 2 doigts de passer, ou on est en quart de finale, on était à 2 doigts de passer. À un moment donné, il va falloir qu'on soit dans le discours ambitieux. Après, ça ne veut pas dire que si les joueurs ont tout donné et qu'on ne passe pas, qu'on ne sera pas quand même content parce qu'ils auront donné le maximum. Mais en tout cas, on va tout faire pour passer le premier tour. Et je suis persuadé qu'au Qatar, on jouera comme si on jouait à domicile. Donc ça aussi, ça va être, je pense, quelque chose qui va beaucoup nous aider. Puis on a des supporters qui sont très chauds. Donc voilà, la ferveur populaire, ça joue. Je l'ai connu notamment au WAC. Je sais que le 12e homme, il est important, et notamment en équipe nationale. Donc je suis persuadé que notre public va répondre présent. Et ouais, jouer au Qatar, dans un pays arabe, ça va donner aussi une dynamique où on va vouloir aussi créer la surprise pour tout le monde arabe. Il ne faut pas se mentir. Donc voilà, c'est une opportunité qui est extraordinaire. Mais on a une équipe pour poser des problèmes à n'importe quelle équipe. Ça, c'est le plus important, et on va respecter tout le monde, en espérant qu'ils ne nous respectent pas trop eux. Ils iront au mondial avec, bien sûr, pour ambition de respecter les adversaires, en espérant, bien sûr, que les adversaires, eux, ne les respecteront pas. En tout cas, les propos de Walid Regragui. Messieurs, je vais vous permettre de dire un mot sur le nouveau sélectionneur. Je ne sais pas si je devrais qualifier cela de nouveau, puisqu'il est là depuis le mois d'août, mais il vit quand même l'une de ses premières expériences sur le plan international, la Coupe du Monde, d'entrée en tant que sélectionneur du Maroc. Loïc, votre regard sur ce Maroc-là de Walid Regragui. C'est vrai qu'on est nostalgique de Waïd, mais c'est bel et bien Walid qui conduira les Lions de l'Atlas au mondial au Qatar. Votre regard sur ce Maroc de Walid Regragui? Le Maroc,
pour moi, est l'une des équipes qui fait la fierté du continent africain. C'est une équipe qui est dans un progrès assez notoire, qui a un véritable projet de football qui va s'étaler sur des années. Et pour moi, ça reste l'un des projets les plus cohérents du continent africain à côté du Sénégal. Et voilà, donc aujourd'hui, ils sont peut-être dans une poule qui n'est pas facile, une équipe qui n'est pas facile, mais c'est une équipe qui a des armes. Quand on regarde l'effectif, on voit Achraf Hakimi, on voit Yacine Bono, on voit Younes Neziri. Des retours de Ziyech. Voilà, des retours de Ziyech, même si Ziyech n'est pas aussi flamboyant que l'on a connu en 2018. Donc ça reste quand même un effectif avec un gros potentiel. Et en termes d'individualité, c'est quand même l'un des meilleurs effectifs du continent. Et aussi en tant que groupe. Même si la dernière compétition internationale, à l'occurrence la CAN, qui s'est disputée ici au Cameroun, n'a pas été éliminé en quart de finale. Éliminé en quart de finale, ça n'a pas été satisfaisant puisqu'on attendait plus de cette équipe du Maroc. Mais je mettrais quand même une pièce pour cette équipe, au moins pour aller jouer les troubles faits dans son groupe ou bien sortir de cette poule. Tout à l'heure, on aura l'occasion de dire un mot sur le groupe du Maroc, le groupe F, le groupe bien sûr du Maroc, le groupe de la Belgique, du Canada ou encore la Croatie de Luka Modric. Nous aurons l'occasion de dire un mot bien sûr sur les chances de ce Maroc, les chances bien sûr de voir ce Maroc au second tour. Monsieur Saïk, votre regard quand vous suivez l'entraîneur marocain qui vous parle à cœur ouvert, qui vous dit oui, certes, je viens de prendre les rênes de cette équipe, mais je nourris quand même d'énormes ambitions à la tête de cette sélection. D'entrée, quelle analyse, ou du moins quelle interprétation pouvez-vous faire sur ces propos de Walid Regragui? On voit un entraîneur qui est en confiance, qui n'a rien à perdre. Il dit bien, je ne m'attendais pas, ça m'est tombé dessus, donc je profite du moment. Et Walid, c'est un entraîneur qui travaille bien. Il a du vécu, il a été dans cette sélection comme joueur, il a près de 43 sélections, il a été adjoint. Après, il a fait ses armes dans d'autres clubs tels que le Wydad de Casablanca avec qui il a gagné. Donc c'est un entraîneur qui a de la poigne, qui sait travailler, qui sait ce qu'il veut. Et comme lui le disait, le Maroc, l'équipe du Maroc en général, c'est une équipe qui a un projet de jeu bien défini. On sait que c'est une équipe qui a toujours souhaité qu'au moins 50% de son effectif soit un effectif de joueurs qui évoluent locaux. Voilà, qui évoluent au championnat marocain. Donc c'est l'un des plus beaux projets, c'est voire même le plus beau projet ou bien le plus beau projet sur le continent africain. Au-delà des individualités, comme l'a relevé Loïc, avec des joueurs comme Mazari, Hakim Ziyech et consorts, c'est l'animation de jeu, que ce soit sur le plan offensif que défensif. On voit une équipe du Maroc qui a un jeu cohérent, qui sait ce qu'ils font, qui met ses individualités au service du collectif. Donc, avec le Sénégal, le Maroc est la locomotive des chances africaine à ce mondial. Monsieur Gekam, votre commentaire également sur ce Maroc version Walid, du moins version Walid Regragui, effectivement. Ah oui, comme l'a dit Achille, c'est un sélectionneur qui est arrivé pour une grande compète comme la Coupe du Monde. Mais il connaît la maison, il a une quarantaine de sélections, il a été dans l'encadrement. Et je crois que c'est le meilleur sur le territoire marocain parce qu'il a gagné la Botola avec son club et la Champions League africaine. Je crois qu'également pour lui c'est un grand challenge et je crois que il a également un gros problème dans la mesure où je ne sais pas si malgré les retours des cadors marocains, notamment Ziyech, Maswari et autres, qu'il pourra comment dire ça, faire mieux qu'en 86. Parce qu'il faut dire là que en 86, en Coupe du Monde notamment, le Maroc s'est qualifié pour les huitièmes de finale. C'est le plus gros parcours pour le moment. Bon, je crois que c'est une des sélections aux côtés du Sénégal qui pourra tenir le bâton de commandement à cette compétition-là. Je crois également que d'autres spécialistes ou consultants internationaux ont eu à vendre leur peau chère avec le Sénégal. Bon, attendons voir, c'est également l'espoir du côté maghrébien. Parce qu'il faut dire, l'Algérie n'étant pas là, c'est sur le Maroc que beaucoup
miser. Mais nous pouvons que souhaiter, pardon, bonne chance à l'équipe marocaine si elle est parmi celles-là qui vont soulever haut l'Afrique. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage donc au sélectionneur marocain Walid Regragui. Je ne sais pas ce que j'ai avec Vaïd Alidozik, mais ce qui est sûr, c'est que c'est bel et bien Walid Regragui qui est en poste, lui qui a pris les rênes de cette sélection au mois d'août 2022 jusqu'à présent. C'est 2 matchs disputés pour Walid Regragui, une victoire, un match nul. La victoire c'était face au Chili, 2-0. Et bien sûr, il y a eu ce match nul, 0 but partout face au Paraguay. Qu'est-ce qu'il peut réellement apporter à cette élection du Maroc, M. Foucault? Walid Regragui tout à l'heure, M. Serre parlait de sa parfaite maîtrise du football local. Est-ce que vous pensez que ça sera suffisant pour prétendre à une prestation plus ou moins honorable au Qatar? Oui, je fais un peu de faux avocat en disant oui, ce sera suffisant, mais ce sera un facteur non négligeable parce que voilà, déjà il est marocain, c'est-à-dire qu'il parle marocain au vestiaire. Il pourra parler concrètement avec ses joueurs, leur communiquer, parler comme de vrais frères. Donc voilà, à la base c'est ça le principe et le fait de travailler avec un sélectionneur local. Et maintenant, il a réalisé quelque chose de magnifique avec le Wydad Casablanca. Il a quand même réussi à remporter, il a remporté une Ligue des champions africaine alors que l'équipe n'était pas réellement favorite. Donc, et avec le temps, il a réussi à construire, à bâtir un effectif. Donc, il a vraiment cette étiquette de bâtisseur. De bâtisseur, il est capable de réunir les forces en présence, de bâtir quelque chose de solide. Et cette fois-ci, il a des joueurs plus talentueux. Et aussi, il entre dans la ligne des entraîneurs. Bon, il entre en phase avec la politique de la fédération, c'est-à-dire donner la priorité aux joueurs locaux. Un entraîneur qui a coaché une équipe locale, donc qui mieux que lui connaît les joueurs locaux, qui mieux que lui sait parler aux joueurs. Je pense que c'est l'homme de la situation. Parce que ça peut suffire pour nourrir beaucoup plus les ambitions. Déjà, Maroc, il faut le rappeler, dans le groupe, il y a le Canada. Il y a le Canada, il y a la Croatie, il y a la Belgique. Il y a la Croatie, il y a la Belgique. Bon, maintenant, voilà, il peut compter par exemple sur une baisse de régime de cette équipe de Belgique parce que en termes d'individualité, quand même, il y a des joueurs clés qui connaissent un coup de mou, Lukaku, Eden Hazard. Donc c'est un effectif qui est plutôt vieillissant parce que les joueurs clés, cette génération dorée dont on a tellement vanté les mérites, commencent un peu à tirer la langue en train de prendre de l'âge. J'ai parlé tout à l'heure des joueurs clés qui connaissent beaucoup de blessures. Et donc ce sera pas facile, vraiment pas facile parce que ce sont quand même des têtes de série. Mais c'est le football et la balle est ronde. Puisque vous parlez de la Belgique éliminée en quart de finale en 2014 par l'Argentine, éliminée en demi-finale par la France en 2018. Forcément, les Belges viendront au Qatar avec l'ambition de faire mieux que ce quart de finale, de faire mieux qu'une demi-finale, voire aller en finale. Évidemment, j'ai dit que c'est une génération dorée. Quand vous avez au goal Thibaut Courtois, vous avez eu les Vincent Kompany, au milieu de terrain, vous avez eu Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Atsed Witsel, Lukaku, Batshuayi, Benteke, tous ces joueurs, vous êtes en droit de remporter au moins une compétition, Maintenant, la compétition n'a pas été faite et je pense que ça fait quand même un bon nombre d'années que du côté de la Belgique, qu'ils attendent un trophée. À chaque fois, ils sont donnés favoris, mais ça coince à quelques détails près. À la dernière Coupe du Monde, ils ont éliminé quand même le Brésil, ce qui a été une grosse performance. Bon, par la suite, ils se sont fait éliminer par les champions du monde. Ça, ce qui est, on va dire que ça, on le comprend. Donc aujourd'hui, cette équipe de Belgique est revancharde. Parce que ça fait quand même longtemps qu'on attend un titre de cette équipe. Mais ce sera, ça sera compliqué, ou du moins jusqu'ici, au regard de la situation que traverse l'équipe. Monsieur Sack, vous regardez la configuration de ce groupe, le groupe F d'ailleurs, le groupe du Maroc. Il n'y a pas que la Belgique. Il y a également une bonne sélection qui s'appelle bien sûr la Croatie finaliste de l'édition 2008 de la Coupe du Monde, battue d'ailleurs par la France en 2018.
Alors, quelles sont les chances de cette équipe du Maroc aujourd'hui dans ce groupe F? Ok. Avant de donner les chances, je vais essayer un peu de répondre à la question que vous avez posée à Loïc. Oui. Qu'est-ce qui change avec Walid? Ou du moins, qu'est-ce qu'il peut apporter? Voilà, ce que Walid peut apporter, c'est la cohésion du groupe. On sait qu'il est, en fait, en termes de personnalité, il a une personnalité opposée à celle de Vahid. Vahid qui était le chef dans le vestiaire. Or, on voit Walid qui est un entraîneur qui parle aux joueurs. Comme un grand frère. Voilà, qui parle aux joueurs, qui se met au centre, qui prend sur lui, qui essaie en fait, qui privilégie la cohésion du groupe au détriment des individualités. Voilà. Maintenant, lorsqu'on regarde la configuration de ce groupe, la vérité c'est que lorsqu'on la regarde à distance, on projette, on voit le Maroc troisième. On voit par exemple Belgique, Croatie premier, donc premier, deuxième, Maroc troisième. Maintenant, le Maroc va partir en tant que... Non, si on dit bien que si on fait une projection, si on fait une projection, Jonathan David de Lille, Alphonso Davies, si on fait une projection, je dis bien si on fait une projection, oui, on voit le Maroc totalement troisième, même en termes de niveau des équipes. Maintenant, dans ce groupe, le Maroc a sa chance. Le Maroc a sa chance. Quelles sont justement les chances? Le Maroc a sa chance parce que déjà en face, on a une équipe de Croatie qui est certes vice-champion du monde en titre, mais une équipe de Croatie qui est dans une phase descendante. On a des joueurs, certes, il y a des joueurs monstrueux tels que Luka Modric et Ivan Rakitic qui peuvent encore faire des choses merveilleuses, mais cette équipe de Croatie paraît moins forte qu'il y a 4 ans. On a cette équipe de Belgique également, dont Rodrigue a expliqué tout à l'heure, l'équipe de Belgique également qui est aussi dans sa phase descendante. Maintenant, on a une équipe du Canada qui est une valeur montante. Le Canada a quelques individualités, mais je pense que l'équipe du Maroc reste au-dessus de celle du Canada. Donc le Maroc gagnerait à aller réaliser 2 exploits, à prendre des points avec ces 2 équipes-là, telles que à l'instar de la Belgique à l'instar de la Belgique et la Croatie. Oui. Je crois que ce sont les prévisions de aller chercher les points, pas forcément battre la Belgique, mais aller prendre des points. Ne peut-être pas perdre. Aller prendre peut-être un point, gratter un point du côté de la Belgique, un point peut-être du côté de la Croatie. Et battre les Canada. Et jouer son va avec le Canada. Ça fait 5 points. Ça, c'est une configuration. Et cette équipe marocaine a des armes pour faire cela. L'équipe du Maroc a donc les armes nécessaires pour aller rapailler quelques points à la Croatie, à la Belgique, mais pour jouer son va-tout face au Canada. Ça, c'est l'analyse que fait M. Sarr. Quelle est la vôtre, M. Gekam, les chances du Maroc dans ce groupe F? Je vais simplement me greffer à l'analyse des propos faits par Achille. Parce qu'il faut dire, les 2 équipes, Croatie et Belgique, ont presque... comment dire, le même profil actuellement. C'est des équipes qui ont donné beaucoup à un moment et qui ont des joueurs actuellement qui sont un peu vieillissants de part et d'autre. Mais il faut également dire que c'est vrai, ils sont peut-être vieillissants, c'est une génération qui traîne un peu encore de pas. Mais le Maroc a des armes également à faire valoir. Si elle fait un match par exemple contre soit la Belgique ou bien la Croatie, elle peut même gagner une des équipes. Parce que je crois bien que le coach est aussi là pour ça. Pour jouer le grand frère, pour apporter le fighting spirit marocain de ce côté-là. Et le Canada également, il ne faut pas négliger. Peut-être également le Canada sera aussi l'équipe surprise de ce groupe. Parce qu'il faut dire qu'ils ont beaucoup plus misé sur la formation. Et c'est cette formation-là qui aujourd'hui a donné lieu à des gars comme... avec des joueurs qui évoluent de plus en plus en Europe. Oui, et je crois bien que on peut dire les 2 équipes, Croatie, Belgique peuvent être les 2 premières équipes. Mais le Maroc peut avoir son mot à dire. Ou bien alors, il peut avoir une surprise. Entre la Belgique et la Croatie, une équipe sort première, l'autre sort peut-être 3e et le Maroc entre en 2e position. Donc voilà, il faudra suivre cela de très près. Les pronostics et les dés sont pratiquement jetés. Monsieur Foka, nous avons suivi Walid Regragui, nous disait une Coupe du Monde réussie pour le Maroc, ça serait minimum 8e de finale. Est-ce qu'il est modeste ou alors vous pensez que ce Maroc-là peut faire mieux qu'un 8e de finale? Non, je pense qu'il est réaliste. Il est réaliste. La Coupe du Monde, écoutez,
La Coupe du Monde n'est pas une compétition qui est à la portée de toutes les équipes. Vous pouvez me donner le nombre de gagnants de cette compétition? Il y en a moins de 9. Depuis 1930 que la compétition existe, moins de 9 nations ont remporté la Coupe du Monde. C'est vous dire à quel point c'est une compétition difficile à remporter. Et pour la remporter, il ne faut pas que de bons joueurs. C'est aussi la continuité. Il y a des équipes qui ont bataillé pendant 15-20 ans avant de remporter la première Coupe du Monde. Regardez ce qui arrive actuellement à la Belgique. La Belgique est classée 2e au classement FIFA. J'ai dit bien, la Belgique est classée 2e au classement FIFA. Et ça fait déjà beaucoup d'années que la Belgique est installée dans le top 3 mondial. Mais n'a pas encore remporté de compétition. La Belgique a éliminé le Brésil en 2018, mais n'a pas pu remporter la compétition. Moi, c'est pour vous dire qu'à quel point la compétition, elle est difficile. Et je pense que le sélectionneur marocain... C'est en étant réaliste qu'on peut nourrir plus d'ambition, ou alors, je ne sais pas trop. C'est quand on suit l'entraîneur. Un objectif, c'est quoi un objectif? L'objectif doit être réaliste. Parce qu'on le voit, il est en train de mettre la barre au 8e de finale. Est-ce qu'il n'est pas en train de limiter les capacités de son équipe? Il ne limite pas, il y a un projet qui est en jeu. Il y a un projet qui est sur la table avec la fédération. Ils disent, notre objectif c'est d'atteindre les 8e de finale. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer. Après les 8e de finale, il pourra vous dire, ok, on a atteint les 8e de finale. L'objectif c'est de faire mieux que ça. Quart de finale ou demi-finale. Ils sont dans une ligne directrice et ils se donnent des moyens. Ils savent que c'est un projet de jeu. C'est l'ambition. L'ambition, comme je le dis, est un objectif. Un objectif doit être réaliste et il doit être atteignable. Déjà qu'atteindre un 8e de finale sera une compétition réussie. Quand vous êtes dans une poule, vous avez le 2e au classement FIFA et le 11e au classement FIFA. Quand vous êtes dans une poule où vous avez le récent vainqueur, le récent finaliste de la Coupe du Monde et le récent demi-finaliste de cette Coupe du Monde-là, il faut à un moment donné qu'on se repose les têtes. Il faut vraiment... parler de façon, avec tête reposée. Et on se dit, oui, s'ils réussissent à sortir de ces poules, leur compétition, elle est réussie. Maintenant, capitaliser sur ce qui a marché et aller de l'avant. S'ils arrivent en quart de finale, c'est du bonus. Ils sont déchargés de toute pression parce que de toutes les façons, la compétition est réussie. Donc, il faudrait un peu calmer le jeu parce que même cette équipe du Canada qui a battu les États-Unis, à plusieurs reprises, qui a marché sur l'eau durant les phases de qualification, est une équipe redoutable dont l'attaquant est meilleur buteur du championnat français, Jonathan David. Alfonso Davies, qui est le latéral gauche titulaire, est l'une des valeurs sûres au poste de latéral gauche. Donc on parle beaucoup de Belgique, de Croatie, on met un peu de côté le Canada et à tort, parce que c'est la Coupe du Monde et on a vu ce qui s'est passé avec le Costa Rica, on a vu ce qui s'est passé dans le passé avec des entre guillemets petites nations et vraiment aller au 8e de finale pour cette équipe du Maroc serait déjà un exploit pour moi. Est-ce qu'elle peut faire mieux qu'un 8e de finale, monsieur Sack? Est-ce qu'elle a les potentialités nécessaires pour aller, faire comme le Cameroun? Le Cameroun rêve aujourd'hui de gagner cette compétition. Clairement, le Cameroun voudrait rentrer du Qatar au soir de cette finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Est-ce que vous pensez que cette équipe du Maroc aujourd'hui peut faire mieux qu'un 8e de finale? Parce que là, l'entraîneur, à suivre le discours de l'entraîneur, vous dit, pour moi, une Coupe du Monde réussie, ça serait minimum 8e de finale. Je vais être honnête, je vais être très honnête. Allez-y. Comme l'a dit Loïc, il y a seulement 9 vainqueurs de la Coupe du Monde. Ça fait combien? C'est la 40e édition. C'est la 22e édition. Il n'y a que 9 vainqueurs. Bon, en 21e édition. Non, moins de 9, je ne suis pas sûr. Moins de 9 vainqueurs. En réalité, c'est une compétition qui est tellement difficile. Pour un pays africain, dire qu'on va remporter la Coupe du Monde, je crois que c'est très osé. Mais est-ce qu'en disant qu'on ne va pas la remporter en restant soi-disant réaliste, on ne limite pas les chances du continent africain, parce que c'est ce qui a souvent fait défaut aux sélections africaines, c'est-à-dire on part dans une Coupe du Monde en se fixant pour objectif d'atteindre les 8e, d'atteindre les quarts et on ne vise pas loin. Est-ce que le fait aujourd'hui de limiter nos ambitions, voire nos objectifs, ne crée pas une sorte de barrière, une sorte de glace qu'on n'arrive pas à briser jusqu'ici? Baudelaire, la glace c'est d'abord le niveau. La glace c'est le niveau. On n'a pas. Vous pensez que les sélections africaines n'ont pas le niveau pour aller au bout d'une compétition comme la Coupe du Monde?
La glace, c'est le niveau. Nos sélections africaines n'ont pas à quoi atteindre ce niveau d'aller remporter une Coupe du Monde. Et Les elles n'ont gars, pas les il y a des potentialités pays, de le faire. il y a des pays qui sont sur la bonne voie, ils sont en train de travailler, ils sont sur la bonne voie. Et l'Afrique n'est pas sur la bonne voie. À l'instar du Sénégal qui est sur une bonne voie. Si le Sénégal continue comme ça, le Sénégal aura d'ici peu aura une équipe qui pourra dire que je vais aller remporter la Coupe du Monde. Aujourd'hui, le Sénégal est sur une bonne voie. Le Maroc également est sur une bonne voie. Le Maroc est sur la continuité. Le Maroc est en train de bien travailler. On a des pays qui travaillent. Le Cameroun est sur quelle voie? Le Ghana est sur quelle voie encore? La Tunisie. Aujourd'hui, quand on vous parle du Brésil, on vous parle de l'Argentine, qui est potentiel vainqueur. On vous parle de l'Allemagne, on vous parle de la France, on vous parle de toutes nos 5 nations qui sont qualifiées pour le mondial. Quelle nation a le niveau de ces 5 nations que j'ai citées, qui sont susceptibles d'aller gagner le mondial? La Belgique, qui est toujours proche, n'a pas le niveau de ces 5 nations que j'ai citées. La Croatie n'a pas le niveau de ces 5 nations que j'ai citées. La Croatie a été un espoir pour que la Croatie arrive en finale de Coupe du Monde. Donc, je pense que, compte tenu, au vu de la poule dans laquelle se trouve le Maroc, arriver en 8e de finale serait une compétition réussie. Une compétition réussie. Monsieur Ngikam, vous allez également dire un mot sur ces objectifs-là. Je vais également vous poser la même question. Qu'est-ce qui fait généralement problème pour ces sélections africaines? N'est-ce pas le fait aujourd'hui de se fixer des objectifs qui parfois ne reflètent pas globalement donc le niveau réel, ou du moins le fait de se dire oui, on part dans une compétition en disant qu'on voudrait atteindre minimum les 8e de finale en ne voulant pas rêver plus grand. Mais il faut rêver à un moment donné, il faut tenter de briser ce mur de glace, ces objectifs qu'on se fixe un tout petit peu parfois. Il faut tenter peut-être de voir un peu plus grand, monsieur Ngikam. Ou alors vous avez une toute autre analyse. Moi je crois que c'est vraiment moins cher la peau des Africains. Moi je suis dans l'optique selon laquelle toutes les équipes qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde peuvent la remporter. Voilà. Primo. Parce que on n'est pas en Coupe du Monde qui veut, mais qui a pu. Alors c'est quoi? C'est pour dire quoi? Dire que le Maroc ne peut pas remporter la Coupe du Monde, mais que le Cameroun peut remporter la Coupe du Monde, non. Ça veut dire que vous croyez aux chances des sélections africaines d'aller au bout? Bien évidemment. Ça veut dire que quand le président de la Fédération camerounaise de football vous dit mon rêve c'est de quitter Doha au mois de décembre, il ne faut pas prendre cela à la légère. Il a dit le rêve, pas l'objectif. L'objectif, le rêve. Bref, on rêve vraiment oui. Nos sélections allez-y, monsieur Ngikam, on va le laisser aller jusqu'au bout. Je crois que, je dis bien, oui. Toutes les équipes qui sont en Coupe du Monde 2022 au Qatar peuvent remporter la Coupe du Monde. Parce que pour y arriver, déjà, c'était pas facile. Elles ont battu. Je crois même que les équipes qui ont remporté de ce mondial qui ne sont pas en Coupe du Monde. L'Italie, par exemple. Voilà. Alors, ça veut donc dire, elles aussi, elles vont à un jeu. Et maintenant, donc, les chances maintenant diffèrent. Ça veut dire quoi? Si le Brésil a peut-être 100% de chances, le Maroc a peut-être 24% de chances. Je prends un exemple mathématique comme ça. Alors, c'est pour dire, le coach marocain qui est là a dit 8e de finale. Le Maroc, c'est la 6e fois qu'il participe à cette compétition. Et j'ai dit tout à l'heure, son plus grand parcours était en 86, le 8e de finale. 8e de finale. Alors, ça veut donc dire elle a un groupe F qui n'est pas facile. Si elle sort de ce groupe-là, cette équipe-là, ça ne sera pas seulement un exploit, mais ce sera également un travail. Un travail fait de fond en comble et qui se devait de sortir des poules. Vous voyez un peu. Et je crois bien que on peut bien dire que le Sénégal peut sortir de sa poule et que eux en poule ne sortent même pas. Et que les équipes qu'on va moins cher sortent. Parce qu'il y a aussi une question d'état d'esprit. C'est une question d'état d'esprit. Parce que il faut dire, on peut dire je suis Camerounais par exemple, je joue peut-être contre le Brésil et que sur le terrain ça devient autre chose. On oublie la statistique. C'est la fin du match qui détermine la statistique. Ce ne sont même pas toujours les. Ça veut dire quoi? Ces sélections, elles ont leur chance. Elles ont leur chance. Elles peuvent aller, oui. Elles ont leur chance de remporter ces Coups du Monde. D'ailleurs, la preuve, elles y sont. L'Italie n'est pas. Voilà.
Donc, les sélections africaines ont toutes les chances, messieurs. Je sais pas, ça c'est l'avis de monsieur Guikam. On va peut-être sortir par là. La dernière participation du Maroc en phase finale de Coupe du Monde, c'était en 2018. Et à cette époque, c'est un certain Hervé Renard qui conduisait les troupes des Lions, la troupe des Lions de l'Atlas. Il y avait eu quand même cette malheureuse 4e place derrière l'Espagne. Derrière le Portugal d'un certain Cristiano Ronaldo qui avait éliminé la phase de groupe avec des coups francs somptueux, et derrière l'Iran. Alors, quand on regarde ce mondial raté, forcément, ça donne des idées pour cette nouvelle génération, Monsieur Foucault. Forcément, cette nouvelle génération voudra faire mieux que celle qui l'a précédée en 2018. Oui, forcément. Forcément, lorsqu'on vient remplacer une sélection, on a à cœur de faire mieux que les prédécesseurs, à moins que à moins que les prédécesseurs aient atteint le niveau ultime, le niveau par exemple de remporter cette Coupe du Monde. Mais si j'arrive et puis ceux qui m'ont précédé ont échoué malheureusement aux portes de la phase de groupe, il est de mon devoir en tant que nouvelle génération de faire au moins mieux qu'eux. Donc voilà, donc c'est l'objectif ultime de cette équipe du Maroc. Il y a eu aussi beaucoup de regrets, surtout que j'avais suivi le match face au Portugal. Il y avait vraiment moyen, il y avait de la place pour cette équipe de Maroc d'aller chercher un bon résultat. Mais l'Espagne, il y avait eu un 2-2, si on se voilà, souvient et bien. bon, l'Iran, donc vraiment, il y avait vraiment de la place pour cette équipe de Maroc, et forcément, il y a eu des regrets. Mais cette fois-ci, c'est une poule, je ne sais pas si je vais dire une poule plus difficile, mais il y a également les mêmes enjeux. Il y a deux équipes qui sont super équipes. Et il y a entre cette nouvelle configuration et l'ancienne, c'est-à-dire en 2018, oui, c'était l'Espagne et le Portugal. Ici, ça sera la Belgique et la Croatie. J'ai l'impression que c'est quasiment la même configuration. Et ils pourraient capitaliser sur les succès durant le mondial 2018, notamment ce match nul face à l'Espagne qui était encourageant. Et maintenant, c'est la même configuration, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont la possibilité, pourquoi pas, d'accrocher des matchs nuls, mais surtout de gagner des matchs qu'ils peuvent gagner. Lorsque vous avez la possibilité de tuer un match en Coupe du Monde, tuez-le, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous n'avez que 3 matchs et voilà, et chaque match vaut son pesant. Et chaque match est pratiquement considéré comme une finale. Votre mot de fin sur cette thématique, Monsieur Sack? Oui, comme le disait Loïc, en 2018, on a vu une très belle équipe du Maroc. Celle qui est sortie 4e, son classement ne reflétait pas le niveau de jeu de cette équipe. Le mondial a été injuste avec le Maroc en 2018. En fait, je pense qu'il y a eu un manque de maturité dans cette équipe en 2018. Parce que lorsqu'on regarde les rendus de cette équipe, que ce soit le rendu face au Maroc, face à l'Iran, face au Portugal ou à l'Espagne, c'était des rendus. C'était des bons rendus. Mais maintenant, on était satisfait du contenu, mais pas du contenu était bon. Le contenu était bon. Sauf que ils avaient manqué d'expérience. Comme l'a dit Loïc, on n'a pas pu tuer les matchs à un certain moment. Lorsqu'on a dominé, on n'a pas pu concrétiser les temps forts, tout ça. Et je crois que cette équipe du Maroc... Et vous pensez que la nouvelle génération est plus mature? La nouvelle génération, certes, c'est une nouvelle génération, mais je crois qu'on aura au moins 14 à 15 joueurs qui étaient déjà là en 2018. Donc je crois que ces gars ont atteint la maturité et que ça sera mieux que la dernière fois. Le rendez-vous il est pris pour le Qatar. En tout cas, on suivra de près bien sûr ce groupe-là. Le premier match de cette sélection marocaine, ça sera face bien sûr à nos amis croates. Après la Croatie, il y aura donc la Belgique. Donc on comprend clairement que si le Maroc négocie, c'est bien ces 2 premiers matchs. Selon, bien sûr, M. Sack, il n'y aura rien à faire lors du 3e match face au Canada parce que ça sera déjà plié. Donc, il faudra véritablement aller grappiller ces points, notamment face à ces 2 équipes qui sont considérées comme les favoris de ce groupe F. On prend une transition juste derrière. On vous parle de la coupe aux grandes oreilles. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, du moins des 8e de finale,
C'est donc effectué ce jour du côté de Nyon en Suisse. De très très belles affiches en perspective avec la réalisation. Nous aurons bien sûr le calendrier avec bien sûr des chocs qui nous attendent. Il y en aura pas mal. Voilà, vous les avez à l'écran. Le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern de Eric Maxime Choupo-Moting, peut-être le 9 que le Bayern attendait jusqu'ici. Le Real de Madrid sera opposé bien sûr à Liverpool. L'Inter de Milan recevra au match aller le FC Porto, Leipzig, Manchester City. Le Club Bruges rencontrera bien sûr les Portugais du Benfica, Lisbonne, AC Milan, Tottenham ou encore Francfort, Napoli. Messieurs, je vais vous demander rapidement votre avis ou du moins votre regard sur ces huitièmes de finale qui s'annoncent. Ça sera juste après la Coupe du Monde. Monsieur Foka, votre regard tout d'abord d'entrée sur ces affiches en perspective. On parle d'un très alléchant Paris Saint-Germain, Bayern de Munich. C'est très alléchant, mais c'est dommage pour les Parisiens. C'est quand même dommage parce qu'ils avaient la possibilité de sortir premier de ce groupe, où il y avait Benfica, Maccabi Haïfa, Juventus. Mais on a vu qu'avec la différence de but, Paris a fini deuxième et aurait pu avoir un adversaire moins difficile à battre. Aujourd'hui, c'est le Bayern Munich. Quand on regarde l'adversaire du Benfica Lisbonne, on se dit si Paris avait terminé premier, ça aurait été le Club Bruges. Ça aurait été le Club Bruges. Et pour un club qui est à cœur, qui essaie de remporter cette compétition depuis plus de 10 ans, 12 ans déjà, ça reste un point noir. Surtout que l'an dernier, l'équipe a été éliminée toujours en huitième de finale. Donc ce sera compliqué. Mais le facteur aussi qui, pour moi, sera déterminant, ce sera la forme. L'état de forme des joueurs, forme physique. Parce que les joueurs clés du Paris Saint-Germain, à l'occurrence Messi, Neymar, sont des joueurs qui ont à cœur de remporter cette Coupe du Monde. Messi cette Ligue des Champions. Non, la Coupe du Monde. Je parle de la Coupe du Monde. Donc je dis, Messi a 35 ans, il a dit que ce sera sa dernière Coupe du Monde. Et on sait à quel point cette compétition est importante pour lui. Donc il faudrait s'attendre à ce qu'il se donne à 200% durant cette Coupe du Monde. Maintenant, dans quel état physique il se retrouvera en février au moment de rencontrer le Bayern de Munich, on ne sait pas, mais je pense que ce sera quand même un joueur qui sera moins frais physiquement et je pense que ça pourra faire pencher la balance dans cette double confrontation. Neymar également qui essaie de ramener cette coupe au Brésil depuis plusieurs années déjà, donc attention au Paris Saint-Germain. Attention au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'aujourd'hui, si on veut aller loin, ce n'est pas le moment de battre... c'est plus que jamais le moment de battre les grands. Et quand on parle de grands, on parle de Bayern de Munich. Aujourd'hui, tout le monde est en train de se dire, oui, le Paris Saint-Germain peut nourrir d'énormes regrets, mais c'est peut-être aussi l'occasion de réellement s'affirmer sur le plan européen. Et quand on sait, gagner une Ligue des Champions, c'est battre les grands. Et les grands, actuellement, c'est le Bayern, c'est City et pas mal. Est-ce que, comme on a dit, le Paris manque de veine. L'année dernière, ils étaient premiers, ils sont tombés sur le Real de Madrid qui était deuxième. Cette saison, ils sont deuxième, ils tombent sur le Bayern de Munich. Mais maintenant, finalement, il faudra terminer quoi? Il faudra jouer l'Europa League. La vérité, c'est que lorsque les soi-disant gros se sont rendus compte que le Paris Saint-Germain était du côté B, c'est-à-dire deuxième. Même les premiers avaient peur de tomber sur le Paris Saint-Germain. Donc c'est inversement. Donc Bayern avait peur du Paris, le PSG avait peur du Bayern. Donc c'est un match qui va se jouer. C'est une affiche qui se joue depuis déjà 4 ans, qui se joue presque chaque année. Et on sait qu'en dehors de la finale de Lisbonne qui avait été perdue par le PSG a éliminé le Bayern la saison d'après, où le PSG allait gagner en Allemagne, 3-2. Donc, avec le trio offensif du Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui Vous pensez qu'on a un pari plus fort cette année que le Paris des années précédentes? C'est une équipe qui peut dynamiter toutes les défenses. Et étant donné que le Bayern n'a pas le point fort du Bayern, ce n'est pas sa défense. C'est peut-être son attaque avec Choupo. Oui, c'est son attaque, mais son point fort n'est pas sa défense. Maintenant, dans cette confrontation, on va essayer d'aller un peu plus loin au niveau de l'analyse. On est dans une année très particulière avec la Coupe du Monde. Dans quel état de forme les gars reviendront de la Coupe du Monde? Est-ce que les gars... Ça sera un facteur déterminant. En dehors de la forme physique, dans quel état psychologique? Parce que, comme l'a bien dit Loïc, le Neymar
on dit que Neymar est en forme ces jours parce qu'il y a la Coupe du Monde qui s'approche, que Messi est en forme parce qu'il y a la Coupe du Monde qui s'approche. On sait tous ce que c'est que la Coupe du Monde représente pour ces deux gars. Neymar, c'est que pour entrer dans la légende du Brésil, il faut qu'il ramène une étoile. En termes de statistiques, il est déjà bien loin devant les Ronaldo, Rivaldo et consorts, mais il faudrait qu'il ramène une étoile. Messi également, c'est que pour qu'il atteigne le niveau de Maradona en Argentine, il faudrait qu'il ramène une étoile. Donc c'est des gars qui iront à la Coupe du Monde avec un état d'esprit très revanchard. Maintenant, si l'un d'eux ne gagne pas la Coupe du Monde, il va rentrer sur le plan psychologique, il ne sera pas bien. Donc, et la saison qui est très longue, avec l'année de transition, c'est la saison qui est très longue, le match là va venir très, très rapidement. Et ça sera vraiment difficile pour ces clubs de concerner leurs meilleurs éléments. Monsieur Guécam, on va évoquer une autre affiche, bien sûr, de ces huitièmes de finale. C'est un certain... Bien sûr, il y a également ce choc qui sera suivi de près du côté d'Anfield Road entre les Reds de Liverpool et les Merengues du Real Madrid. Votre regard, ou du moins votre avis sur cette affiche? Je crois que c'est avec le PSG Bayern, l'autre grosse affiche de ce niveau de la compétition. Il faut dire que c'est le remake de la finale. Ce sont les matchs qu'on souhaite avoir en finale. Mais je crois également que ceux qui font dans les paris auront du mal à décrypter. Mais sur le plan du terrain, il faut dire que le Real va favori sur ce match-là. Dans la mesure où c'est l'équipe championne. Et le Liverpool se veut être l'équipe revancharde. Alors, je crois que si des petits réajustements, notamment sur le plan défensif, s'opèrent, notamment du côté de Liverpool, ça va aller. Et je crois également que le départ de Sadio Mané, par exemple, pour le Bayern, se fait ressentir sur le plan offensif du Bayern de Munich. Bon, quant au Real de Madrid, on espère que Benzema va être à la même dimension que l'année dernière. Parce qu'il faut dire que la trêve avec la Coupe du Monde aura un grand impact sur ces joueurs-là. Bon, du coup, c'est deux équipes qui se valent et je penche en faveur du Real de Madrid. Ça, c'est certain que le Real part avec, bien sûr. Un avantage certain, nous suivrons toutes ces rencontres de très près. On sera là pour en parler à chaque fois qu'on aura l'occasion de se retrouver dans le cadre de cette émission de prolongation football. On vous l'a dit, le foot joue donc les prolongations sur les antennes de For You Media Africa tous les lundis entre 15h15 et bien sûr 16h50. Et justement, on fait signe du côté de la réalisation que nous sommes pratiquement arrivés, ou du moins nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous messieurs une fois de plus pour votre contribution. Je commence par vous monsieur Foucault, merci. Au plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Au plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Merci également à vous monsieur Sac, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Ouais, c'est un plaisir d'être avec vous et surtout que nous sommes au mois de novembre, le mois qu'on a attendu pendant 4 ans. Ouais. Donc on aura la joie de vivre le mondial. La joie de vivre le mondial, c'est dans moins de 2 semaines, 13 jours encore nous séparent donc du coup d'envoi de cette Coupe du Monde. On sera là pour vous servir également sur les antennes de For You Media Africa. Tout à l'heure on prendra bien sûr la bande-annonce de cette Coupe du Monde sur les antennes de For You Media, mais bien avant, on vous remercie également monsieur Nguekam pour votre contribution cet après-midi. Merci à vous Baudelaire et à mes co-panélistes Loïc et Achille, c'est toujours un plaisir d'être avec eux et à la prochaine. Est-ce que la réalisation peut nous ressortir cette bande-annonce, la bande-annonce bien sûr de For You Media Africa, For You Media Africa qui aura donc la primeur de couvrir cet événement pour vous, de vous faire vivre cette 22e édition de bout en bout, du moins les matchs des sélections africaines engagées, on le rappelle, elles sont jusqu'ici 5, donc elles ont à cœur de faire mieux que les récentes participations jusqu'ici, le quart de finale que n'arrive bien sûr pas à franchir les sélections africaines. 3 pays ont réussi à atteindre bien sûr cette étape de la compétition. Il s'agit du Cameroun, il s'agit du Sénégal, voire le Ghana en 2010. Personne n'a réussi à faire mieux. Donc pour cette nouvelle aventure, pour ce nouveau départ, chacune d'elles rêve donc de faire mieux qu'un quart de finale. Certaines sélections vont même jusqu'à
penser au titre, à rentrer du Qatar au soir bien sûr de cette finale. Voici donc la bande d'annonce. On se sépare sur cette dernière en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine. On va enfin revivre ça. Elle est de retour. Tout va se jouer au Qatar. Pour un final exceptionnel dans cette péninsule arabique qui veut écrire l'histoire. Maître de la passion. Maître du cœur. Une bonne dose de fighting spirit. Ils ont bravé les intempéries, renversé des forteresses imprénables et plus encore pour se frayer un chemin, le chemin qui mène à la gloire. Cameroun, Sénégal, Ghana, Tunisie et Maroc. Les sélections africaines sont à l'assaut d'un triomphe qui leur échappe depuis la nuit des temps, le Graal du football mondial. À partir du 20 novembre prochain, ne ratez rien du mondial des sélections africaines sur For You Media Africa.